Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer le docteur Reynald Secher, docteur ès lettres et sciences humaines, historien français, auteur de plusieurs livres sur la Vendée, comme celui-ci que j'ai lu et qui m'a beaucoup impressionné. Vendée, du génocide au mémoricide. Alors je dis impressionné parce que je découvre tout un pan de mon histoire en tant que Français depuis au moins 1600, que je ne connaissais pas et que la plupart des Français ne connaissent pas. J'ai découvert il y a à peine plus d'un an qu'une partie de mes origines était vendéenne, avec le patronyme Mercier. Ma mère s'appelait Mercier. Donc je suis d'autant plus touché par cette histoire. Pour le Français moyen qui n'a pas fait forcément d'études d'histoire, la Révolution française est une libération de la monarchie et l'établissement de la République avec ses valeurs nobles que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. En fait, c'est tout autre chose. Reynald Secher, bonjour. Bonjour. Alors, qu'a été véritablement, selon vous, la Révolution française? Qu'est-ce qu'elle a été dans sa nature? Oui. La Révolution française, c'est une rupture définitive par rapport à un monde multimillénaire avec une organisation spécifique, avec une administration spécifique dans le cadre d'une monarchie de droit divin. La Révolution est une double fracture. Une fracture théologique, puisque ces sociétés du monde du sacré, qui était la monarchie d'Ancien Régime, est non seulement rejetée, mais on se coupe avec elle, et pire, on va prendre les moyens adéquats, ce qui est toujours le cas, de l'éliminer. Et la deuxième chose, c'est que on assiste à une inversion d'un certain nombre de valeurs, et je prends par exemple l'exemple des 10 commandements, et à partir de 1789, on est dans cette inversion. C'est-à-dire que ce qui était positif avant devient négatif, et ce qui était négatif avant devient positif. On peut citer des tas d'exemples en la matière. Donc pour moi, la révolution, c'est ça. C'est une rupture définitive parce que à partir de la nuit du 4 août 1789, à tout jamais, il y aura le avant et il y aura le après. Et les deux sont absolument irréconciliables. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a provoqué cette révolution? Qui était à la manœuvre? Quel objectif était suivi? Alors, il y a plusieurs raisons additives. La première, indiscutablement, c'est celle liée à l'évolution de la monarchie. Avec Philippe Auguste, on a une alliance, je dirais presque indéfectible, entre le roi et le peuple. Et en fait, la monarchie a su se reproduire pendant plusieurs siècles grâce à cette alliance qui a été, je répète, indéfectible. Or, à partir de Louis XV et surtout à partir de Louis XVI, il ne va plus y avoir cette entente. À partir de Louis XVI, et d'ailleurs ça commence le jour même de son sacre, puisque un certain nombre de princes d'église, de clercs, essaient de persuader Louis XVI de ne pas se faire sacrer. C'est-à-dire qu'ils, inconsciemment, remettent en question la nature sacramentelle de la monarchie française. Louis XVI, qui est un chrétien averti, profond, va se battre contre cela et va imposer le sacre. La cérémonie du sacre est intéressante à étudier. Pourquoi? Parce qu'il y a tout, c'est-à-dire tous les éléments constitutifs du sacre sont là, sauf, je devrais dire, l'essentiel, c'est-à-dire l'évêque qui orchestre la cérémonie
et qui, du haut de la chair, va remettre en question ce sacre. C'est un énorme scandale. Et le scandale est tel d'ailleurs que Louis XVI va interdire la publication du sermon de cette cérémonie. Donc dès le début du règne de Louis XVI, il y a cette opposition entre le laïcisme qui est en train de venir et le sacré qui était. Et en fait, la Révolution française, et c'est sa nature profonde, est une révolution faite par, inconsciemment, des gens qui sont rigoureusement, ouvertement contre la nature chrétienne, contre le catholicisme. Et ce n'est pas par hasard d'ailleurs si dès qu'ils vont prendre le pouvoir, ils vont s'attaquer à l'Église, au clerc, et ça va aller jusqu'au bout, puisqu'on va même interdire à la religion catholique d'être, on va interdire au clerc d'être, on va prendre des lois dans ce sens-là. Donc la Révolution française est une révolution anticatholique. Alors d'où ça naît tout ça? Je pense que le début de tout ça, c'est le XIIIe siècle avec ce débat incroyable qu'il y a eu de temps de saint Thomas entre foi et raison. Et en fait, saint Thomas va démontrer que c'est un tout harmonieux. Et en fait, un certain nombre de critiques, excusez-moi l'anachronisme, de leaders, de philosophes, vont prendre le contre-pied de cela, en disant foi, c'est du domaine du religieux, raison, c'est du domaine de l'humain. Ce qui va se traduire par la Renaissance au XVIe siècle, puis l'épanouissement de toutes ces idées à travers un certain nombre de philosophes, les plus célèbres étant Rousseau et Voltaire, qui vont dissocier les deux et qui vont essayer d'imposer comme règle, comme référence, l'humaniste qui se substitue aux religieux. Et en fait, la Révolution française, c'est le fruit de ce débat premier, de cette évolution que l'Église n'a peut-être pas bien compris, n'a pas peut-être bien pas cerné la gravité du problème et qui va se traduire par cet humanisme et la laïcisation, etc., etc. En fait, c'est le fruit d'une évolution. Alors, qui a porté cela? Puisque c'est la question que vous me posez fondamentalement. Alors, bien entendu, on peut avancer un certain nombre de structures, d'hommes qui ont fait évoluer cette pensée. Bien entendu, on pense aux philosophes, notamment à Rousseau et Voltaire, dont je parlais tout ça, mais il y a aussi des structures. Alors, on parle de la franc-maçonnerie, comme c'est une association secrète, il est difficile d'en parler. Par contre, on peut parler des cabinets. Les cabinets qui commencent à émerger à la fin du XVIIe siècle et qui vont s'imposer tout au long du XVIIIe siècle. D'accord. Donc en fait, pour essayer de relier là ce que vous avez dit que c'est venu par les clercs et par l'évêque, qui s'est L'Église, opposé au sacrement. Donc ça veut oui. dire qu'en fait, ça a débuté par, des éléments qui étaient dans la religion, quoi? Alors, Cette remise en question, cet humanisme. la remise en question, elle vient des structures de la société, c'est-à-dire elle revient, comment dire, aussi bien du tiers-état, par l'intermédiaire des philosophes, mais aussi des grands bourgeois, des avocats. D'ailleurs, c'est pas par hasard qu'il y a un nombre considérable d'avocats au sein des chambres. Ça vient aussi de la noblesse. Une certaine partie de la noblesse était pro-révolutionnaire et d'ailleurs va participer activement à la Révolution française, y compris au plus haut niveau
de la famille princière. Je pense par exemple au cousin même du roi, Philippe Égalité. Et puis bien entendu, dans le milieu du clergé, on a un certain nombre de clercs, de hauts clercs, qui sont profondément, utilisons les mots de l'époque, réformateurs, donc qui vont dans le sens de la Révolution. Et puis, comme je vous le disais, au sein même de la famille royale, nous avons des éléments. J'ai cité Philippe Égalité, mais il y en a beaucoup d'autres qui participent, qui vont participer activement à la Révolution. L'Église est une structure organisée, pyramidale, très bien formée. Le clergé au XVIIIe siècle est un clergé qui a deux spécificités. Un, c'est un clergé qui croit en Dieu. Alors ça peut surprendre quand je dis ça, ce qui n'a pas toujours été le cas, majoritairement j'entends. Et deuxièmement, c'est un clergé extrêmement bien formé grâce à la contre-réforme qui a permis la création d'un certain nombre de centres de formation. Alors on parle de séminaires, mais il y a d'autres structures aussi. Et ce clergé, à la fin du XVIIIe siècle, qui est extrêmement nombreux, très bien formé, qui a une haute conscience de sa mission et qui est encadré par une structure ecclésiale, l'Église, qui est une structure pyramidale, qui est bien gérée à la fois par les évêques français, mais aussi par la papauté. Donc, la Révolution française est anticatholique pour des raisons religieuses, mais aussi parce que l'Église représente un contre-pouvoir structuré qui a non seulement les hommes pour ce contre-pouvoir, mais aussi l'argent pour. Et c'est pour ça que on va faire d'un coup deux choses. La première, on nationalise les biens du clergé. Ça veut dire que l'Église se retrouve du jour au lendemain sans moyens. Et deuxièmement, on va demander un serment constitutionnel aux clercs français. Puis après, on va leur demander de défroquer pour faire disparaître à tout jamais le clergé français. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'était une guerre de religion? Est-ce que Oui c'était, et non. on essayait d'enlever une religion pour en mettre une autre? Oui, alors si vous parlez comme ça, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que on tue la religion catholique pour substituer une autre religion laïque, hein, retenons ce mot qui parle à tout le monde, laïque, qui va tourner autour de l'être suprême, etc. Bon, oui, on peut dire que c'est une certaine forme de guerre de religion. Expliquez-nous ce qui s'est passé en Vendée. Donc, je montre une carte de la Vendée de l'époque pour se situer, et qui était différent que dans les autres régions de France qui ont elles aussi accusé des morts. Qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement en Vendée? Alors, le cas de la Vendée que l'on met en exergue à l'heure actuelle n'est pas spécifique. C'est-à-dire que, et tous les historiens sont d'accord à ce sujet, que suite au début de la Révolution française, suite aux mesures prises par les révolutionnaires contre le roi, contre la monarchie, contre l'ordre en place, contre l'économie, etc., 70% des Français disent non. Et lorsqu'ils disent non, ils se retrouvent hors la loi. Alors il faut parler un peu de la loi, parce que la loi est essentielle pour comprendre la Révolution. La loi, c'est l'arme de la Révolution. D'ailleurs, c'est l'arme de tous les systèmes totalitaires. Cette loi est une et indivisible, c'est-à-dire qu'elle s'applique uniformément à tous les Français et quelles que soient leurs conditions sociales, leur identité, leur situation géographique, etc. Elle s'applique à tous, une et indivisible. Lorsqu'on dit aux Vendéens ou aux Français que ils doivent s'inscrire dans cette loi
et que cette loi, par exemple, leur interdit de parler une autre langue que le français, 70% des gens en France ne parlent pas français. Lorsqu'on leur dit que l'impôt est un et indivisible, et c'est le cas de la Vendée, et que les gens doivent payer 2 fois plus d'impôts, les gens ne comprennent pas, etc., etc. Et donc, en fait, 70% des Français vont s'insurger au nom de la liberté, au nom notamment de la liberté de conscience, puisqu'on leur interdit de pratiquer leur religion. Et donc, c'est au nom de cette liberté que garantit le roi. C'est ça le paradoxe. Parce que le roi garantit les libertés à la fois provinciales et individuelles. Alors que la Convention, puisque c'est le régime en place à l'époque, interdit aux gens d'être autre chose, ce qu'on en a décidé pour eux. Comme ils refusent la loi, ils se retrouvent hors la loi. Donc, ils se positionnent, ils sont identifiés comme non-citoyens. Donc, ils n'ont absolument plus aucun droit. Et donc, ils sont animalisés. Ils vont être traités comme des non-hommes, comme des animaux. On verra la conséquence que ça a en Vendée. Et donc, du jour au lendemain, ces gens se retrouvent hors la loi. Comme ils se retrouvent hors la loi, ils n'ont pas d'autre solution que de prendre les armes. Et en fait, c'est pas seulement la Vendée qui prend les armes, c'est 70% du territoire national. Et la prise des armes peut être le fait de grosses villes comme Bordeaux, Lyon, Marseille, Toulon, Caen. Qu'est-ce qui est spécifique à la Vendée? Il y a plusieurs choses qui sont spécifiques à la Vendée. La première chose, c'est la notion de territoire. C'est un immense territoire paisible, qui s'est jamais insurgé, et au sein duquel il n'y a pas de force de répression et notamment de gendarmerie. Donc on n'a pas l'habitude de s'insurger, donc il n'y a pas de gendarme. Ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre d'autres régions, y compris en Bretagne, rive droite, puisque les Bretons s'étaient insurgés, par exemple, avec l'affaire des bonnets rouges, et que la monarchie française non seulement avait réprimé ce mouvement, mais avait installé ici et là des casernes au cas où. Bien. En Vendée militaire, rien de tout ça. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est la Vendée militaire? La Vendée militaire, c'est une vaste région de 10 000 km² qui est composée de 4 demi-départements, le sud de la Loire-Atlantique, le sud-ouest du Maine-et-Loire, le nord-ouest des Deux-Sèvres et le nord de la Vendée. En 1789, on considère qu'il y a à peu près 815 000 habitants, la population française étant de 28 millions d'habitants, donc une démographie importante. Comme partout ailleurs, elle est majoritairement rurale, 98%, et majoritairement paysanne, là aussi 98%. En Vendée, il n'y a pas de grande noblesse, ça n'existe pas. Bien. Il y a une petite noblesse, plutôt proche du peuple, et en tout cas qui vit quasiment dans les mêmes conditions que celles du peuple. Donc, l'insurrection vendéenne va tirer cette spécificité de ce qu'elle est. Et en fait, c'est pour ça que lorsqu'elle s'insurge, c'est un mouvement populaire et spontané. Et ce n'est pas par hasard que l'école en Vendée soit une école populaire. Une école populaire peu chère d'ailleurs, peu onéreuse. Parce qu'en fait, c'est le fruit de la population, d'un choix de la population, etc. Donc, mouvement spontané. Mouvement aussi qui est un mouvement rural, donc un mouvement de bon sens. C'est-à-dire que une fois que les gens s'insurgent, ils savent parfaitement
qui ne peuvent pas faire face à la première armée du monde qu'a créée Louis XVI, première armée du monde, mais aussi première marine du monde, parce que Louis XVI, par certains côtés, est un génie. C'est-à-dire qu'il a compris que le monde, en fait, appartenait aux Anglais, et pour pouvoir avoir une partie de ce monde, il fallait être aussi puissant que les Anglais, c'est-à-dire avoir une grande marine, et Louis XVI va créer la première marine au monde, et avoir une grande armée, une forte armée, dotée de moyens modernes, notamment en armes. Et c'est pour ça que Louis XVI crée la première armée du monde. Et donc là, comme il n'y a pas de répression, parce qu'il n'y a pas d'armée en Vendée militaire, eh bien les gens s'organisent en conséquence et sans l'aide de la noblesse, parce que la noblesse, elle veut pas y aller, en fait, elle est très prudente, elle est très méfiante. Et d'ailleurs, tous les nobles qui se sont mis à la tête de la Vendée militaire ont tous subi la même histoire, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas y aller et ils y sont allés uniquement parce que s'ils n'y allaient pas, ils auraient été massacrés par les Vendéens. Donc la Vendée n'est pas un mouvement nobiliaire, c'est un mouvement populaire et c'est un mouvement spontané dont l'objectif, qui a toujours été extrêmement clair pour les Vendéens, c'est de faire tomber la Convention pour rétablir sur le trône de France la monarchie française qui leur garantit leur liberté fondamentale et notamment leur liberté d'être. La monarchie sous l'Ancien Régime protège, inconsciemment ou pas d'ailleurs, au mieux les intérêts des pays conquis. Bien. Et ils font très attention, par exemple, à la langue, etc., puisque en 1789, on considère que 70% des Français ne parlent pas le français. Voilà. Et en fait, c'est la Révolution française qui va imposer le français comme langue nationale, avec toutes les conséquences que l'on connaît, avec l'école telle qu'elle a été définie au 19e siècle, etc. Donc la Vendée, c'est pas un mouvement spécifique en tant que tel, parce qu'il y a des Vendées partout. Elle n'est spécifique que parce que le soulèvement est le fait du tiers-État et il est spontané. Voilà. D'accord. Donc en fait, on arrive à une situation où la Convention est plus totalitaire que la monarchie qui était en place. Totalitaire oui. Au sens des libertés. Oui, alors c'est vrai, dès le début, la Convention est totalitaire. C'est-à-dire que la Convention, c'est l'expression de cette idée de création de l'homme nouveau. Cet homme nouveau, il doit être totalement déraciné, détaché de l'ordre ancien. Et en fait, sa seule dimension, c'est le présent et l'avenir. Bien. C'est l'inverse de la monarchie, qui, elle, forme un tout avec le passé. Bon. Donc là, il y a cette volonté de créer l'homme nouveau déraciné. Et la terreur, au-delà de la formation du personnel, a un deuxième objet, c'est, comme son nom l'indique, terroriser, fracasser. C'est-à-dire que celui qui est contre le système doit comprendre à l'instant T que s'il est contre le système, il va être éliminé. Et on prendra les moyens adéquats pour l'éliminer. Donc c'est ça la terreur. D'accord. Donc une grande partie de la France était contre, 70%, vous avez dit. Et donc, spécificité de la Vendée, c'est qu'il n'y avait pas d'éléments pour réprimer cette... Non, il n'y a pas d'éléments pour réprimer les Vendéens pour une raison tout à fait classique que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que la Vendée n'est pas une région troublée. Et comme ce n'est pas, c'est des gens pacifiques en fait. Hein. C'est à l'image de Joachim du Bellay, vous savez, le grand poète de la Renaissance. Et en fait, c'est une région très très calme qui n'a jamais besoin
eu besoin d'être réprimés. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la violence de la Révolution les a beaucoup choqués, bouleversés et persuadés en même temps que pour sauver leur tranquillité, il fallait prendre les armes. La Vendée militaire, c'est une région très très spécifique, à la fois en marge de la France, mais en même temps parfaitement intégrée à la France. Faut-il encore que la France respecte ce qu'elle est. Donc du coup, la Vendée, les paysans décident de prendre les armes, hein, donc contre la Convention, tout ça. Donc, comme il n'y a pas de répression locale, bah, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, c'est ça? Et qui va se faire réprimer plus lourdement par l'armée de la République? Absolument. Alors là aussi, c'est intéressant, parce que lorsque je découvre cela, je suis un peu surpris. Pourquoi? Parce que l'armée française, dont la finalité est de défendre les frontières pour empêcher que l'ennemi entre sur le territoire national, c'est cette armée qui est chargée de la répression des populations insurgées, pas seulement en Vendée, mais partout sur le territoire. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Lorsqu'on prend conscience de cette anomalie, il faut essayer de la comprendre. C'est-à-dire que si l'armée française agit, c'est qu'elle a reçu des ordres. Donc il faut reconstituer la chaîne de commandement, c'est-à-dire qu'il faut aller de bas en haut. Et tout naturellement, je vais dépeloter la pelote. Et en fait, je m'aperçois que ce sont les généraux qui donnent la consigne d'exterminer et d'anéantir les Vendéens. Mais au-dessus des généraux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le chef d'état-major. Ce chef d'état-major est nommé par le ministre de la guerre avec des missions. Alors la question est, est-ce que le ministre fait ça de son propre chef ou lui-même il obéit? Et je vais découvrir qu'il obéit, et obéit notamment et surtout, et exclusivement d'ailleurs, à un organe très spécifique qui s'appelle le comité de salut public. Alors qu'est-ce que c'est le comité de salut public? Le comité de salut public, c'est une addition 12 députés issus de l'Assemblée nationale qu'on appelle convention. La convention, c'est-à-dire l'Assemblée, élit 12 députés qui vont former le comité de salut public et qui vont être en fait le chef du gouvernement. C'est eux qui vont penser la politique qui va être votée par la convention. Alors vous me direz, mais vous allez très loin dans la logique. Oui, bien sûr que je vais très loin dans la logique, parce que j'ai trouvé les documents. Je prends un document précis, c'est-à-dire que la répression en Vendée et l'anéantissement de la Vendée est le fruit d'une mesure légale, puisqu'il y a eu 3 lois, on va en parler tout à l'heure. Qui rédige ces lois? Jusqu'à mes travaux, jusqu'en 1811, les historiens, notamment les historiens marxistes, expliquent que c'est la Convention qui rédige et vote ces lois. Sauf que moi, je vais trouver les documents originaux et j'ai démontré que, en fait, ces lois étaient rédigées par le comité de salut public, proposées par elle et votées par l'Assemblée nationale. Et on ne change pas un seul mot, on ne change pas une seule ponctuation. C'est-à-dire que ce qu'a écrit le comité de salut public a été reproduit dans la loi et a été voté unanimement, sans aucune restriction, par les membres de l'Assemblée nationale. Le 26 juillet 1793, vous voyez, tout ça c'est très précis. Le comité de salut public, Robespierre en place, décide en conscience partagée, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord, d'éradiquer de la surface de France la Vendée militaire. Et pour ce faire, on va prendre
grosso modo, deux grandes mesures. La première mesure vis-à-vis de la population. On va décimer la population en arrachant notamment les femmes et les enfants et les vieillards que l'on va déporter et en tuant tout le reste. Or, c'est le fruit de l'expérience de l'armée. On se rend compte que plus on tue, moins les gens se laissent faire, plus ils font de la résistance. Donc on va voter un avenant le 1er octobre 1793 qui dit en fait, eh bien, on tue tout le monde, on ne sélectionne plus les femmes, les vieillards et les enfants. On tue tout le monde. Troisième loi, on décide de substituer à la population en place une nouvelle population. C'est la loi du 7-8 novembre 1793. C'est-à-dire qu'on considère que les Vendéens sont des mauvais Français, on les élimine et on va introduire en Vendée militaire une nouvelle population qui sera bien pensante, qui pensera ce qu'il faut penser, etc. On se rend compte que les choses ne se passent pas comme on l'espérait. C'est-à-dire que, en fait, la population va prendre les moyens adéquats de se défendre, de s'opposer, etc. Et donc, on va planifier l'extermination et l'anéantissement. Et pour ce faire, on va mettre en place 4 plans d'extermination et d'anéantissement. Le premier plan date du 26 juillet 1793. C'est un plan extrêmement précis. La Loire, à l'époque, elle est infranchissable. Donc, on va mettre sur la Loire une addition de bateaux, 41, qui empêche la liaison nord-sud, sud-nord de la Loire. Là, sur l'océan, on met quelques bateaux. Et à l'est et au sud, on envoie l'armée, dont la mission va être double, tuer, pousser. Tuer les gens qu'on rencontre et on les pousse vers les lieux où on va les noyer, c'est-à-dire la Loire et l'océan Atlantique. Ce plan échoue, parce que plus on tue, plus les gens se révoltent. Donc on va mettre en place un deuxième plan qui date du 11 novembre 1793. Ce plan concerne les gens qui ont traversé la Loire, ce qu'on a dans le cadre de la virée de Galerne, et qui se retrouvent sur la rive droite de la Loire. Et là, c'est très simple, on maîtrise bien les choses. On a retrouvé tous les documents des officiers supérieurs, des politiques, etc. On tombe sur ces gens par l'armée, on tue tout le monde et c'est rayé. Troisième plan, c'est le plan dû au général Turreau. C'est un plan qui date du 21-24 janvier 1794. C'est un plan très simple. On reprend les solutions d'avant, c'est-à-dire sur la Loire et en océan Atlantique, il y a les bateaux, les canonnières qui empêchent toute relation entre les deux rives nord-sud et qui empêchent les gens de prendre des bateaux et de s'enfuir par l'océan. Et deuxièmement, on met en place ce qu'on appelle les colonnes infernales, doublées par le comité de subsistance. Alors les colonnes infernales, c'est une addition de colonnes, 23, on parle souvent de 12, parce qu'en fait, elles travaillent de pair, qui ont pour but explicitement de tuer, massacrer, tuer. C'est-à-dire que dès qu'on rencontre un Vendéen, on doit les limiter et on précise bien d'ailleurs les femmes de préférence et les enfants parce que c'est la revanche future et bien entendu les vieillards. Comment on les tue? En fait, moi j'ai fait une distinction entre deux grandes périodes. La première période qui va du 26 juillet 1793, grosso modo, au mois de novembre 1793. Là, on décide d'utiliser la science au service d'un système mortifère à grande échelle. Et on va retenir 3 grands éléments. Premier élément, le gaz.
c'est-à-dire qu'on va gazer la population. Un député à Paris qui s'appelle Fourcroy, qui est un grand chimiste, a l'idée de créer un gaz sophoratif, c'est le nom qu'on lui donne, et qui va asphyxier et tuer les gens. Apparemment, lui n'a pas trouvé la solution. Par contre, d'autres vont l'essayer, et je pense par exemple à un chimiste angevin qui s'appelle Proust, qui lui va faire des essais sur des moutons au pont de C. Et la conclusion, on l'a, ni les moutons ni les conventionnels présents n'ont été incommodés, donc échec au gaz. Deuxième moyen, la mine antipersonnelle, c'est-à-dire qu'on met sur le territoire ici et là des mines et puis les Vendéens, ils sautent dessus. Le problème d'aujourd'hui est le même qu'hier, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé la mine intelligente, c'est-à-dire celle qui explose sous le mauvais. Et donc, et puis on n'a pas l'ordinateur, etc., etc. D'où, en fait, on va très rapidement abandonner cette solution. Et troisième solution qui a été utilisée, c'est l'empoisonnement à grande échelle, notamment l'arsenic. Et là aussi, on va abandonner parce que c'est trop difficile à gérer. Et dans un deuxième temps, on va utiliser des moyens artisanaux utilisés à grande échelle. Et c'est pour ça que je parle de proto-industrialisation de la mort. Et on va utiliser, grosso modo, 6 grands moyens. Le premier moyen, c'est la décollation. Évidemment, quand on parle de la décollation, on pense immédiatement à la guillotine, mais c'est pas seulement la guillotine qui fait œuvre. C'est aussi tous les armes coupantes, le couteau, le coutelas, l'épée, le sabre, etc. Deuxième moyen, ce qu'on appelle le sabrage, c'est-à-dire qu'on met les gens en file indienne et à coups de sabre ou de pique, on les tue. Troisièmement, l'éclatement des crânes à coups de crosse, de bâton, etc. Quatrième moyen, le feu, c'est-à-dire qu'on enferme les gens dans des lieux clos et on y met le feu. On a plusieurs exemples très précis, j'en retiens deux. La petite chapelle du Petit Luc sur Boulogne et la chapelle de la chapelle Basse-Mer qui a été restaurée, qu'on peut voir d'ailleurs, qui est devenue un mémorial, donc à la chapelle Basse-Mer, et dans lequel on a brûlé 74 personnes. Et puis dernier moyen, les noyades, c'est-à-dire que l'on noie les gens. Dès qu'il y a de l'eau, on noie, que ce soit un puits, une ruisseau, une baie, etc. Il y a de l'eau, on noie. Et il n'y a pas eu Carrier seulement qui a œuvré, il y a eu un certain nombre d'autres généraux, je peux penser à Franck Castel pour Angers, mais beaucoup d'autres chefs de députés, etc., et je rappelle que Carrier est un député, et qui ont noyé là où ils pouvaient. Donc en fait, on va créer des moyens à grande échelle à partir de moyens classiques, traditionnels. Il voulait tuer donc le plus de personnes possible et que ça coûte le moins cher possible. Bien sûr. Alors, la notion de coût est une notion importante à l'époque. Et d'ailleurs, c'est toujours vrai dans tous les systèmes totalitaires, pour deux raisons. La première, parce que le Trésor national n'est pas très riche. Et deuxièmement, pour une raison idéologique. Parce qu'on parle du principe que ce n'est pas au peuple de payer l'élimination des gens qui sont contre le peuple. Et donc, on va inventer en la matière un système pour faire en sorte que ce soit l'exécuté qui paye sa propre exécution. Nous sommes en France, quand il y a un souci, c'est l'impôt. Donc, on décide de lever un impôt spécifique en Vendée militaire. Et bien entendu, comme on est en insurrection,
on va refuser de payer l'impôt et donc l'impôt ne va pas être levé. Et donc, on va nationaliser les terres de la Vendée, dont on va vendre les éléments, c'est-à-dire l'habitat, les terres, le matériel, etc., et dont le fruit de ces ventes permettra d'alimenter les caisses de l'extermination. Troisièmement, à partir de l'individu lui-même, on va voir ce qu'il peut payer, c'est-à-dire que on va prendre ses vêtements, on va prendre ses bijoux, on va prendre son argent, etc., que l'on va vendre à l'encore. Et on peut aller encore plus loin, puisqu'on s'est dit que comme le Vendéen est un non-homme, il faut le traiter comme un animal, et donc on a les cheveux dont on peut se servir comme, comment dire, j'étais prêt à dire crinière, comme perruque, la peau dont on va se servir comme uniforme, la graisse pour les hôpitaux, etc. C'est-à-dire que, en fait, on veut faire une guerre à moindre coût et mieux, on pense aussi s'enrichir sur cette politique de guerre. On récupérait les peaux, c'est ça, des humains, Oui, des femmes et des hommes. entre autres, mais notamment celles des femmes, parce qu'elles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus travaillables, hein, pour en faire des vêtements. Bon. Et donc, c'est ça la finalité de la chose. Et donc, on pouvait aussi faire fondre des graisses pour en faire des savons, etc., récupérer les squelettes pour les universités de médecine, même si elles ne s'appelaient pas à l'époque comme cela. Donc, il y a comme ça un certain nombre d'atrocités absolument incroyables. Et donc, il faut faire payer aux gens leur propre extermination. Et donc, on a les cheveux, on a la peau, on a la graisse, on a les vêtements, etc., etc. Et en fait, il y a une commission pour ça qui s'appelle la commission des subsistances, qui a pour mission justement de récupérer l'argent pour payer l'armée. Alors, pourquoi peut-on parler de génocide? Il y a une pensée réfléchie, coordonnée, orchestrée, qui va se traduire par une addition de lois, 3, et la mise en place d'un système d'extermination, pour reprendre la terminologie révolutionnaire, et d'anéantissement de tout un peuple, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Bien. Et que pour mettre en place cette politique d'extermination et d'anéantissement, on a mis en place un certain nombre de plans, 4, et de moyens que j'ai cités tout à l'heure. Bien. La finalité est précise. Elle a été écrite par ceux-là même qui ont conçu le plan d'extermination et d'anéantissement, mais aussi par ceux qui l'ont mis en œuvre. On a des écrits très précis dans le cadre d'échanges entre le général Turreau, chef des colonnes infernales, et le membre du comité de salut public chargé de l'extermination et de l'anéantissement de la Vendée, en l'occurrence Turreau. Carnot, excusez-moi. Bien. C'est très précis. Il faut éradiquer de la surface de la terre les Vendéens. Alors, qu'est-ce un génocide? En fait, vous aviez 3 crimes de génocide. La conception, la réalisation partielle ou totale de l'extermination d'un groupe humain de type racial, politique, religieux. Et puis la complicité, 3e crime de génocide. Alors, est-ce que ce mot s'appliquait à la Vendée? Oui,
il y a bien conception, réalisation, dans l'établissement d'un groupe, dans l'extermination d'un groupe humain de type religieux et politique. Est-ce que j'étais en droit d'utiliser ce mot? Oui, pour deux raisons. La première, parce qu'il est rétroactif dans son exploitation et il est imprescriptible. Donc, on peut le réutiliser rétroactivement. Et c'est au nom d'ailleurs de cette rétroactivité que l'on va condamner les génocides commis par les nationaux-socialistes ou commis par les Turcs vis-à-vis des Arméniens. Majoritairement, les historiens français sont d'accord avec moi, et de même que les juristes, puisque le délégué du gouvernement auprès des tribunaux internationaux pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide, Jacques Villemin, a rédigé, écrit, publié un livre pour dénoncer justement le crime de génocide commis vis-à-vis des Vendéens. Donc, c'est bien un crime de génocide qui est légal. Et ça, c'est passionnant. Parce que on a voté des lois d'extermination et d'anéantissement, lois qui n'ont jamais été abrogées. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si on tue un Vendéen en disant conformément à la loi de 1793, je te tue, ça serait intéressant de voir la réaction des tribunaux pour le jugement. Parce que lui, il est tout à fait dans la légalité, puisque ça n'a pas été abrogé. Alors, pourquoi ça dérange beaucoup quand on évoque ce mot de génocide pour la Vendée, génocide vendéen? Oh, ça dérange beaucoup. Alors, grosso modo, ça dérange le peuple de France parce que il a héroïsé les grands héros de la Révolution française, et la Révolution française est devenue un mythe véhiculé par les médias, l'éducation nationale, etc. Puis deuxièmement, ça dérange un certain nombre de penseurs, de politiques qui sont foncièrement robespierristes et qui ont fait de Robespierre le héros par excellence de la France à partir de 1789. C'est ça la problématique sur la Vendée. Et donc, tant qu'on n'aura pas abrogé ces lois, on ne pourra pas parler sereinement de la Vendée. Donc, avez-vous rencontré des difficultés, voire des persécutions quand vous avez voulu parler de ce sujet? Alors, c'est une question compliquée à répondre. Alors, au niveau de la recherche, non, absolument pas. Bien au contraire, les directeurs des centres d'archives, quand ils ont vu que je m'attaquais à ce sujet, m'ont donné un certain nombre de facilités, puisque vous savez qu'on a le droit à 5 documents par jour et par personne. Et je n'ai pas été soumis à ces règles dans les centres d'archives que j'ai consultés, que ce soit les archives militaires, les archives départementales, municipales, etc. Je n'ai pas eu ça. Au contraire, en tant que chercheur, on m'a vraiment facilité la tâche. Là où j'ai eu des difficultés, c'est une semaine avant la soutenance de ma thèse. À l'époque, je rappelle toujours que on n'a pas l'ordinateur, les thèses étaient frappées à la machine. Et donc, on n'a pas la mémoire de l'ordinateur. Et donc, une semaine avant, mon appartement a été cambriolé et j'ai failli perdre tout le fruit de mon travail. Et j'ai failli d'ailleurs ne pas pouvoir soutenir. Travail volé qui s'est traduit quelques heures plus tard ou quelques jours, parce que je ne sais pas quand a eu lieu le vol, par un rendez-vous avec soi-disant un représentant du ministère de l'Éducation nationale qui me proposait une somme d'argent et un poste à l'université pour que je ne soutienne pas cette thèse pour deux raisons. La première, parce que ça remettait en question la nature profonde de la Révolution française, et deuxièmement, que ça risquait de remettre en question le bicentenaire de la Révolution française, puisque nous étions en 85. Je n'ai pas accepté cette proposition et j'ai soutenu.
Et en fait, la première année après la soutenance, je n'ai pas été embêté, il n'y a pas eu de souci, etc. Mes embêtements ont commencé le jour où mes livres ont été publiés et où je suis passé chez Apostrophe. Et là, ça a été le début de l'enfer, puisque la personne qui m'avait proposé de m'acheter mon silence m'avait dit que si je refusais, je reprends son expression, on m'emmerderait toute sa vie. Et en fait, à partir de cette date, j'ai toujours été emmerdé, quoi que je fasse. J'ai toujours rencontré des problèmes énormes, etc. Je peux vous prendre des exemples à l'infini. Par exemple, je suis plus invité sur les salons parce que je suis sujet à des claques, à des crachats, à des violences verbales, etc. Il m'est arrivé de devoir faire des conférences sous la protection de la gendarmerie, comme ça a été le cas, par exemple, il y a 3 ans maintenant, à Orléans, où quand je fais des conférences, j'ai le droit à des campagnes d'affichage sur les lieux publics pour me tuer, soit à coups de balle, soit en me décapitant. Ben, quant à la diffamation, j'ai eu le droit à tout, comme quoi j'étais une famille de collabos, ce qui n'était pas vrai, que mes documents étaient faux, que j'avais tout inventé, etc. Vous savez, c'est infini en la matière. Quoi qu'il en soit, le résultat est que on a vraiment voulu me tuer professionnellement, et c'est vrai que je n'ai jamais pu avoir un poste en CDI à l'université malgré mes diplômes, que certains d'ailleurs remettent en question en disant que je n'ai jamais été docteur S-Lettres, que je n'ai jamais eu un 2A de droit, que je n'ai jamais eu une maîtrise de gestion, une licence d'histoire de l'art, une licence de gestion, une licence de droit, une licence d'histoire, une licence de géo, etc., etc. J'ai le droit à tout en la matière, que j'ai inventé de faux documents, etc. Vous savez, quand on veut tuer quelqu'un, on l'accuse de la rage, et c'est très facile. Et on peut dire n'importe quoi sur les gens, et c'est d'autant plus facile que lorsque vous passez dans les radios institutionnelles, eh bien, vous pouvez pas être invité justement pour vous défendre, et ça au nom de la liberté et de la pluralité, ce qui me fait vraiment sourire quand j'entends ce que l'on peut dire sur les services publics. Oui, c'est sûr. Bon, c'est tout à votre honneur, parce qu'en fait, voilà, la vérité ne plaît pas, et vous l'avez fait ressortir, ça fait quand même pas mal de temps maintenant, et c'est incroyable hein, que toujours vous avez autant d'opposition. Hein. Ce génocide a-t-il servi pour en éviter d'autres? Est-ce que ce génocide a été Non, servi non. pour en Au éviter d'autres? contraire, il a été source. Et ça, c'est vraiment passionnant. C'est ce que je démontre dans mon livre du génocide au mémoricide. Si les Français avaient dit la vérité, avaient reconnu la vérité, s'ils avaient accepté le travail de Gracchus Babeuf, sans aucun doute, on aurait évité d'autres crimes de même nature. Et en fait, un certain nombre de leaders de nature totalitaire, je pense à Talat Pacha, je pense à Lénine, Staline, Hitler, etc., se sont basés sur la Vendée pour exterminer les gens qui étaient idéologiquement à exterminer, c'est-à-dire ceux qui étaient récalcitrants vis-à-vis de leur politique ou simplement méfiants. Et en fait, un homme comme Lénine est venu étudier ça en Vendée, et un certain nombre de moyens qu'il avait constatés en Vendée ont été utilisés pour exterminer ses opposants en Russie. Bon. Donc voilà, la Vendée, c'est à la fois un crime premier, mais aussi un crime matriciel qui a servi d'exemple. Alors, est-ce qu'on est allé plus loin que le génocide? Parce que donc dans le livre, il est Oui, question de deux on mots, est allé génocide plus loin et que le mémoricide. génocide, parce que le génocide, c'est l'extermination
de gens parce qu'ils sont, et l'anéantissement de leurs biens, parce qu'ils sont. Mais en France, on a commis un deuxième crime de génocide, c'est le crime vis-à-vis de la mémoire. Parce que, en fait, on a fait des Vendéens des bourreaux, et les bourreaux, on en a fait des victimes, des héros. Je prends par exemple l'exemple de Robespierre, qui a son nom de lycée, des noms de rues, des noms de stations de métro, des criminels comme Turreau, qui ont leur nom sur l'Arc de Triomphe. On a condamné à une double mort les gens. C'est-à-dire qu'on a condamné les gens en les tuant directement, et on a condamné les gens dans le futur, puisqu'on condamne leurs enfants à être ce qu'ils ne sont pas. Selon vous, est-ce que les événements actuels en France sont les prémices d'une nouvelle révolution? Parce que quand vous écriviez les soulèvements à Lyon, à Bordeaux ou autres, ça m'a fait penser un peu à ce qu'on observe actuellement. Alors, je vais vous surprendre dans ma réponse, et je constate qu'il n'y a jamais eu de révolution en France dans des périodes de décroissance économique. Nous sommes dans une période de décroissance. Ça veut dire que les gens sont terrorisés, ils ont peur pour leur avenir et ils ne veulent pas prendre de risques. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait pas des groupes qui soient en colère, qui clament leur colère, et à juste titre d'ailleurs, comme les agriculteurs, et ils ont raison de s'insurger, ils ont raison de se battre. Et d'ailleurs, je pense que si effectivement nous signons cet accord autour du Mercosur, l'agriculture française est condamnée. Et en fait, ça risque d'être le dernier grand combat de la paysannerie française. Et d'ailleurs, tous les Français devraient manifester et demander à nos gouvernements de ne pas appliquer cet accord international. Il en va de l'avenir de notre agriculture. Et donc, c'est pour ça que il faut se battre avec eux pour simplement que cette agriculture subsiste. Quant à la révolution, non, il n'y aura pas de révolution. Je n'y crois absolument pas. D'accord, donc période de décroissance, pas de révolution. Oui. D'après ce que nous apprend l'histoire. Voilà. Très bien, merci Reynald Secher pour tout ce travail de recherche indispensable pour garder en mémoire les pires atrocités qui se sont faites sur notre propre sol, alors que nous avions l'habitude de nous enorgueillir, d'être des exemples pour les autres pays. En fait, nous avons été le pire des exemples en étant un modèle de génocide. Et cela est d'autant plus grave que l'on fait tout pour le cacher 200 ans après. C'est quand même assez incroyable, hein, ça. Alors, à tous les Français qui m'écoutent et bien sûr à tous les autres, lisez ce livre et gardez-le dans votre bibliothèque pour que les générations suivantes sachent ce qui s'est vraiment passé en France, pays de la liberté et des Lumières. Oui, l'histoire n'est pas du tout celle qu'on enseigne à l'école de la République et on comprend maintenant pourquoi. Merci Reynald Secher. Je peux peut-être ajouter un mot, si vous permettez. Si vous voulez ajouter, oui. Moi, je me bats beaucoup pour la transmission de l'histoire. Une transmission classique basée sur la chronologie, les hommes, les événements et la cartographie. Et pour ce faire, j'ai créé une maison d'édition de bandes dessinées historiques et de romans aussi populaires. Et pour y accéder, il faut faire Reynald Secher Édition. Je suis pas ou peu distribué par les réseaux de libraires pour des raisons que nous avons dit durant cette émission. Donc, il faut directement aller sur notre site Reynald Secher Édition pour pouvoir acquérir ces livres et ces bandes dessinées, ces vidéos ici. Très bien, je mettrai le lien dans la description. Donc, n'hésitez pas à visiter le site web de Reynald Secher. Merci bien et bonne soirée. Merci. Au revoir, monsieur. À bientôt pour d'autres informations utiles.
open sky.